entièrement mon téléphone. Et pourquoi? Justement. Aujourd'hui, on met ça sur la table. On doit tout se dire. Ne manquez pas votre rendez-vous quotidien avec Esther, Antonella et Nikki. Vous pouvez continuer de nous envoyer des critiques comme ça et des messages sur le WhatsApp du club. N'oubliez pas que le numéro, c'est les 07 99 24 24 24. Voilà. Exactement. Le club, c'est seulement sur Live TV. Au revoir. Au revoir. Tout de suite sur Live TV. C'est l'année de la jeunesse. Saisissez des milliers d'opportunités d'insertion professionnelle. C'est votre jour de chance. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. 19h11. Toutes nos excuses pour ce retard donc avec lequel nous commençons cette émission. Le PDCI n'a pas l'intention de s'allier au RHDP, mais plutôt est prêt à regarder avec les autres partis d'opposition une éventuelle entente pour les élections présidentielles de 2025. Le porte-parole, le docteur Brindoumi Kwesi Soumaïla, s'exprima ainsi hier lors d'une conférence de presse 19 juin au parti au PDCI-RDA. Il a même renchéri en disant « On a été déçus, mais ce n'est pas à nous d'aller expérimenter ce que le père n'a pas réussi à faire. » Bonsoir encore une fois, le grand talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Surtout, continuez la prudence sur les routes. Herman Aboua, Sarah, Élisée Boloube, Daouda, Barry, bonsoir. Merci d'être là ce soir encore une fois. Félicitations à Élisée. J'allais arriver, Herman, rassurez-vous tout doucement. On dit quand le masque vient vers vous, n'est-ce pas? Élisée, félicitations. Merci. Vous êtes un tout nouveau diplômé de l'école de l'Institut Bloomfield. Non, Bloomberg. Bloomberg, pardon, Bloomberg. En journaliste financier. Ouais. Bravo. On peut faire un bon pour Élisée, messieurs? Isabelle Vauvor me charge de réitérer ces félicitations. C'est un bon, c'est comme ça, messieurs. Merci. Mais vous allez bien? Ça va? Ouais, toujours d'attaque. Toujours d'attaque, Daouda, Barry, Élisée, le tout nouveau diplômé, Sarah. Très bien, merci. Herman. Je vais très bien. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on regarde un peu ce qui se passe du côté donc, du PDCI, l'actualité. C'est donc la conférence de presse qu'a donnée donc, le PDCI, le porte-parole du dit parti. Dr Soumaïla Brindoumi a eu donc à dire des choses importantes que je vous demanderai donc de regarder, d'actualiser, d'analyser du moins et puis de porter un peu votre jugement là-dessus. Daouda, on commencera par vous. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'il a dit? Il dit que pas d'alliance avec le RHDP. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas à l'agenda. Mais par contre, ce qui serait à l'agenda, on peut regarder une union, une coalition avec l'opposition. Commençons par ce point-ci, Daouda. Déjà, merci beaucoup, Christelle. Pour ma part, quand le PDCI appelle l'opposition à l'union, je suis un peu dubitatif, Pourquoi? un peu étonné. Pourquoi, Daouda? Étonné parce que ils sont déjà en alliance. L'alliance du PDCI et du PPACI avec certains partis de l'opposition ne débute pas maintenant. Ça débute depuis 2020. On se rappelle tous de la chimérique... comment on appelle, comment ils CNT. CNT, Oui. avec tous les mêmes partis. Ils étaient tous ensemble. En ce moment, on parlait de EDS. C'est ça. Et après cela, il y a eu l'épisode de l'élection de mi-mandat où on a tous constaté la furie avec laquelle ils ont perdu les élections, que ce soit municipal, que ce soit, comment on appelle ça, régional. Donc, quand on est malmené comme ça sur le terrain par le parti au pouvoir, on se rend évidemment compte que cet appel-là, pour moi, c'est un aveu d'impuissance vis-à-vis du parti au pouvoir qui, aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller combattre ce parti. Est-ce que dans la politique, c'est pas aussi la saine appréciation des choses et bouger ses pieds en fonction de ce que, justement, l'environnement vous donne? Bon, comme vous le dites si bien, je pense que cette matinée même bien des derniers pères fondateurs du PDCI, Laurent Donat-Fologo, qui avait dit cela. Mais moi, je vais aller plus loin, au-delà de ce que vous dites aujourd'hui. N'oublions pas, quand tu regardes les résultats de ces élections-là, concrètement, on se rend compte qu'ils ne peuvent, à eux deux, l'expérience a démontré qu'ils n'ont pas pu faire, pour parler comme à Djamé ou à Bobo ou à Yopougon,
ça n'a rien créé. Donc, concrètement, ils ne peuvent pas faire quelque chose contre le RHDP aujourd'hui à l'aune des résistants. Mais allons même dans l'éventualité même d'une alliance. Et on termine avec ça, Daouda. Prenons le cas du Haut-Sassandra, où le tout-puissant, l'indéboulonnable Didier Madi, qui était dans le Haut-Sassandra, a été déboulonné par Mamadou Touré. Didier Madi était en alliance avec Sepan Kipré. C'est cela. De près de 30 000 à 40 000 voix. Mais allons même à Poncheche, Anne Ouleto, qui bat le PPACI, malgré leur alliance, dans cette région. Donc pour vous, au total... Pour moi, ça ne peut rien créer. Pour moi, ce qui est le plus important, les Ivoiriens n'ont pas besoin de l'union sacrée des partis d'opposition. Ce dont les Ivoiriens ont besoin, pour ma part, c'est de quelqu'un qui a une vision. Et la vision aujourd'hui a été donnée. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent savoir quel est le parti qui peut créer quelque chose de mieux que ce que le président Alassane Ouattara a fait. Le RHDP a fait aujourd'hui en matière d'éducation. Je vais te dire rapidement, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de sécurité, qui nous propose des choses concrètes, c'est la vision qui amène aux portes du pouvoir. Ce n'est pas l'union ou se mettre ensemble pour créer une certaine forme de dégagisme. Casse-toi de là que je m'y mette. Ce n'est pas de ça que les Ivoiriens ont besoin. Très bien. Herman Aboua, votre point de vue, est-ce que vous pensez que cette union qui pourrait arriver entre le PDC et les autres partis d'opposition pourrait faire changer la donne, cette alternance souhaitée par les partis d'opposition? Votre réaction là-dessus? Je pense que l'appel à l'union de l'opposition pour la présidentielle de 2025 peut être analysé sous deux formes. D'abord, dans la forme, il est bien pour toute démocratie que l'opposition tende vers ces genres d'union-là pour justement assurer une certaine alternance de pouvoir. Parce que le même parti au pouvoir, c'est vrai que ça peut être par des procédés démocratiques, mais ce n'est pas bien pour la démocratie du moment où la démocratie prend une certaine alternance. Mais c'est d'ailleurs souhaitable. Donc. Mais en même temps, il faut dire que ce n'est pas nouveau. Je veux dire que le PDCRDA n'est pas la première formation politique qui appelle à une union de l'opposition. On se souvient que la première personne à souhaiter cela, c'était Mme Simone Veil Gbagbo, du MGC. Après, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, a souhaité. Et récemment même, l'URD de Mme Monique Lavry a souhaité que l'opposition se mette ensemble. Parce que d'abord, ces partis politiques-là ont un combat commun à mener pour emmener le pouvoir en place à organiser des élections sereines. Ça, c'est un combat. Je pense que, voilà. Tout à l'heure, Daouda évoquait l'alliance déjà avec le PDCI, qui n'a rien servi, mais c'est des alliances circonstancielles. Aujourd'hui, ils vont vers l'enjeu. Eux, en Côte d'Ivoire, on sait que d'une élection à une autre, une période électorale a ses réalités, ses propres réalités. On a vu qu'en 2010, le RHDP, c'était avec le PDCRDA que le RHDP a réussi à venir à bout de l'autre parti en 2015. Donc, chaque élection a ses réalités. Donc, il ne faudrait pas qu'on minimise c'est plusieurs ensemble qui arrivent à former un grand bloc. Mais dans le fond, ça ne sera pas forcément aisé. Ça ne sera pas forcément aisé parce qu'on sait que l'opposition de gauche avec laquelle le PDCI souhaite cette union-là, elle est déjà unité. On sait que Mme Gbagbo a son MGC, le président Pascal Affi-N'Guessan a son FPI, le PPAC est très cher, chéri assez sa formation politique. Se mettre ensemble, c'est difficile. Mais comme en politique, on ne peut jamais dire jamais. Mais justement, je reste avec vous, Herman. Est-ce qu'il n'y a rien, justement, qui pourrait rassembler ces partis-là à aller à une union sacrée avec le PDCI? Oui, mais il y a Est-ce qu'ils n'ont pas de combat commun? Vous savez bien qu'en Afrique, l'opposition en Afrique, c'est souvent aussi leur faiblesse et leur anomalie. Parce que chacun a envie, se dit qu'on est leader. Or, du coup, les gens vont en rang dispersé face à une formation politique au pouvoir qui a déjà ses racines, Daouda le disait, implantées, et qui a déjà l'appareil. Donc souvent c'est très difficile parce qu'il faut maintenant, si tu prends chacun de façon individuelle, est-ce que chacun a les moyens financiers? Parce que ça aussi c'est une question. Aujourd'hui, lorsqu'on reste 5 ans en dehors de tout, il y a véritablement cela. Mais je pense qu'il faudrait
que les gens pensent, ici prennent vite, si le PDCI veut jouer ce rôle-là, parce que la nouveauté, c'est que le PDCI, c'est une grande formation politique. Et c'est c'est cette formation politique-là qui demande cet appel, qui demande cette union-là. Donc elle trouvera les voies et moyens pour pouvoir rassembler les autres. Sarah, quel est votre point de vue sur le sujet? Daoud a dit c'est pas utile, ça ne va rien créer. On a vu déjà ce que certaines alliances ont créé, enfin il n'y aura rien de bon. Et Herman dit attention, il faut quand même aller à l'union sacrée et trouver la force de trouver donc, les points communs pour aller et faire cette alternance tant souhaitée par l'opposition. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Sarah? Alors, dans un premier temps, j'ai envie de dire que cette déclaration du PDCI de ne pas vouloir faire alliance avec le RHDP, pour moi, n'est pas très surprenante. Car, comme vous le savez mieux que moi, la politique, c'est aussi des calculs. Et il faut savoir que le RHDP est un parti politique majoritaire dans le pays. Ils l'ont également prouvé pendant les élections municipales et régionales. Le RHDP est un pouvoir qui a la majorité. Maintenant, quand on vient du PDCI, qu'on a un homme comme Tidjane Thiam et qu'on a un homme avec une telle expérience, de telles ambitions, une telle carrière, etc., on n'a pas envie de se satisfaire peut-être d'une petite alliance qui nous donnerait un petit rôle. Je pense qu'il a des ambitions présidentielles et que cette alliance ne lui serait pas favorable car le RHDP est un grand parti politique qui a énormément de poids aujourd'hui. Donc effectivement, une alliance avec un parti d'opposition pourrait faire du sens, mais ne changerait pas forcément la donne au vu des résultats qu'on a eus dernièrement. Du coup, moi, ce que je retiens de ce communiqué, c'est l'objectif primaire du PDC, qui est la reconquête du pouvoir d'État. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il a l'ambition, après avoir rendu hommage et cette félicité des obsèques rendues au président Riconan Bétier, ils sont tout de suite rentrés dans le vif du sujet, qui est la reconquête du pouvoir. Et pour cela, il parle évidemment de grandes tournées dans les 14 districts, d'aller à l'encontre de la population, de recueillir des préoccupations des uns et des autres. Il met également l'accent sur les inscriptions. Il parle aussi de révision de la CEI. Et puis surtout, son thème favori, le capital humain. Après avoir dit ça, ils ont commencé, si vous voulez, à attaquer le bilan du président actuel de manière assez féroce, en parlant du taux de pauvreté, c'est vrai qu'il stagne. Ils sont attaqués à la cherté de la vie, au coût de l'énergie, les logements sociaux. Il a fait un grand tour d'horizon. Ils sont aussi revenus sur leur sujet favori autour de la dette, etc. Ce qui prouve qu'ils se positionnent en tant que futur grand opposant avec leurs propres solutions, avec leurs propres idées, ce qui fait qu'effectivement, à ce stade, une alliance n'aurait pas fonctionné. Justement, Sarah, votre point de vue, est-ce que cette opposition, justement, ira en rang serré pour 2025? Réaction. Est-ce que les autres partis prendront l'appel du PDCI et voilà, on aura donc cette coalition? Tout dépend des ambitions des présidents des partis et de leur capacité à vouloir faire des compromis pour s'unir vers un objectif commun. Très bien. La capacité à faire des compromis pourra-t-elle exister, justement, Élisée Bouloubeu? Je pense que déjà, moi, je voudrais déjà qu'on revienne sur le fait, c'est-à-dire les propos du porte-parole du PDCI, appeler une alliance des partis de l'opposition. Bon, il est dans son rôle, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, que veut l'opposition? L'opposition veut juste conquérir le pouvoir, prendre le pouvoir. Donc, tout ce qu'on peut mettre en œuvre qui peut nous permettre de prendre le pouvoir est la bienvenue. Si tant est que M. Bredoumi estime que le PDCI, dans sa posture de PDCI seul, sera difficile de battre le RHDP, c'est donc tout normal qu'il veuille s'associer aux autres. Mais ça nous pose des problèmes. Est-ce que c'est possible, selon vous? Je reviens, mais ça pose déjà des interrogations. Comme Daouda le disait, je partage totalement l'avis de Daouda. Ah, très bien. Parce que, oui, cette alliance existe déjà. Cette alliance existe depuis 2020, en réalité. Elle n'a pas porté de fruits, selon vous? Non, cette alliance existe depuis 2020. On pourra parler de porter des fruits au regard des résultats. C'est cela. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat au thème des élections qui ont eu lieu? Que ce soit les législatives, que ce soit les primaires, pardon, les municipales, que ce soit les régionales, les sénatoriales. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Le résultat ici, c'est que même les partis unis n'ont pas été en mesure d'être à la hauteur du RHDP. Ça, c'est une réalité. Donc l'alliance qu'il appelle, on veut bien comprendre c'est quoi. Est-ce que c'est-à-dire, c'est juste encore revenir dire on se met ensemble pour aller aux élections en choisissant des têtes de liste qui vont être ceux-là qui seront dans les zones, ou bien c'est juste qu'on vienne et qu'on se mette ensemble pour partager nos idéaux et voir comment est-ce qu'on peut conquérir le pouvoir? C'est vraiment, je pense que là encore, il faut peut-être que le porte-parole du PDCI soit beaucoup plus précis sur la question. Mais je dis et je répète pour ma part, c'est normal que des opposants à un régime décident de se mettre ensemble pour pouvoir conquérir le pouvoir. On l'a déjà vu en Côte d'Ivoire. Ce d'autant plus
qu'aujourd'hui, il n'y a même plus d'idéologie, vous êtes d'accord avec moi, que ça n'existe quasiment plus. Enfin, certains ont bougé quand même. Non, ça n'existe. Non, ça n'existe quasiment. Non. Je pense qu'il faut pas qu'on se, faut pas tromper les Ivoiriens. Vraiment, aujourd'hui, on est devenu suffisamment responsable et mature. Il n'y a plus d'idéologie politique en Côte d'Ivoire. Oh, mais c'est juste des intérêts. C'est juste des intérêts qui existent, il n'y a pas d'idéologie. Mais attends, quand vous parlez d'idéologie, on va tout de suite même mettre sur la table. On va tout de suite mettre sur la table les partis avec leur idéologie qui ont fondé ces partis. Mais vous verrez que dans l'imaginaire, même la plus incongrue possible, on ne peut pas avoir certaines alliances. Mais en Côte d'Ivoire, on a eu toutes les alliances. Quand vous parlez de 1990 à aujourd'hui. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, en réalité, il faut qu'on soit honnête, les idéologies n'existent quasiment plus. Aujourd'hui, comment on peut se mettre ensemble pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État? C'est ça la logique. Ça, c'est une réalité. Maintenant, quand on finit de dire tout ça, moi, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté. Et ça, je le pense, il faut avoir l'honnêteté de regarder les choses en face et puis faire un décryptage qui soit vraiment beaucoup plus responsable. De vous à moi, pensez-vous objectivement que le président Laurent Gbagbo, si jamais il est inscrit sur la liste électorale, accepterait de céder sa place à Thiam? Répondez. Je ne pense pas. J'explique. Mais justement parce que je pense qu'il ne le voudra pas pour la simple et unique raison que le président Gbagbo estime qu'il a une certaine légitimité qui fait de lui, en réalité, celui-là qui est le candidat naturel, si il peut emprunter le terme aux politiciens, de l'opposition. Ça, c'est une réalité. Donc, et puis en plus, il va se dire qu'au regard de sa longévité politique encore par rapport au président du PDCI, il estime pour sa part que logiquement, c'est lui qui doit être là. Donc ça, c'est une réalité. Est-ce qu'ils pourront avoir cette hauteur d'esprit pour qu'on se dise, à ce moment précis-là, voilà celui qu'on peut positionner. Moi, je pense que ça reste encore un challenge. J'attends de voir. Rien n'est impossible à la politique, mais j'attends vraiment de voir. Barry, vous êtes le dernier intervenant sur ce point, et puis on va prendre des relances. Alors, l'opposition, du moins le PDCI dit, avec le RHDP, que nenni, il n'y aura pas d'alliance, mais on peut regarder avec l'opposition et on pousse plus loin. Est-ce que, toutefois, comme Élisée l'a dit, et Daouda, est-ce qu'on aura justement des accords, dans certains désaccords, pour avoir une figure de proue pour tenir 2025, Barry? Pour moi, rien n'est à écarter. À partir du moment où, si on se réfère à l'historique des alliances politiques en Côte d'Ivoire, on a tous vu des partis qui, comme Élisée l'a dit, étaient sur papier diamétralement opposés. Je prends le cas du Front républicain en 2015, en 1995, entre le FPI, l'ancien FPI, et le RDR. Ensuite, il y a eu le RHDP version PDCI, UDPCI et les alliances RDR. Improbables. Voilà. Mais cette alliance du RHDP, elle était un peu plus cohérente parce que c'était des partis qui partageaient les mêmes valeurs, qui venaient d'un grand ensemble en fait. La division a eu lieu au sein du PDCI, le RDR et l'UDPCI ont émergé des entrailles du PDCI. Donc c'était une alliance un peu plus cohérente en fait. Mais s'agissant du PDCI pour 2025, moi je me dis que c'est un parti en fait qui s'est fixé comme cap la reconquête du pouvoir politique. Et quand on veut se lancer à la reconquête de ce pouvoir-là, on ratisse large. Le PDCI ne vise pas forcément peut-être à avoir le PPACI avec lui au premier tour. Quand ils disent qu'on on regarde avec l'opposition, on peut regarder pour voir comment on rassemble l'opposition. Le PPACI fait partie de l'opposition. Je suis d'accord. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas en alliance, mais je me dis que dans cette logique-là, ils peuvent envisager un second tour. Une alliance n'est pas forcément une alliance du premier tour. Ils peuvent signer sur papier, on va aux élections, comme en 2010. Le RDR est allé aux élections, le PDC est allé aux élections. Quand il y a eu le RDR et la majorité présidentielle sont qualifiés au premier tour, naturellement le PDC a reporté ses voix sur les voix du RDR dans une coalition RHDP. Ce n'est pas un scénario à exclure. Je pense que les différents acteurs sont conscients des enjeux. C'est vrai pour moi, le président Gbagbo, c'est difficile, s'il est réinscrit sur la liste électorale, de ne pas être candidat, de laisser la place. Mais en cas de second tour, je pense que l'opposition gagnerait à s'unir. Parce qu'ils l'ont dit, le RHDP est en position de force. Mais tout dépendra d'une potentielle candidature du président Alassane Ouattara ou non. Si le président Ouattara n'est pas là, qu'est-ce qui changera? Mais les cartes seront redistribuées puisqu'il y aura un nouveau visage à la tête du RHDP comme parti. Donc les gens vont se dire que les dés sont jetés. Et Tidjane Thiam, il ne l'a pas caché, il ne cache pas ses ambitions. Depuis le début, l'objectif du PDCI, c'est de revenir au pouvoir. Revenir comment? Ils vont trouver les voies et moyens. Et c'est en ratissant l'âge qu'ils pourront atteindre cet objectif-là. Est-ce qu'ils l'atteindront?
c'est 2025 qui nous le dira. Très bien. Daouda? Bon, j'ai écouté tout le monde, en fait. J'ai des questions qui me taraudent. Lesquelles, l'une de ces questions-là, c'est comment est-ce qu'ils vont s'unir? Est-ce qu'il n'y a pas de point d'accord où tous ces partis-là pourront donc marcher ensemble? Pour vous, non? Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai appelé la chimérique CNT? Je pense que dans cette chimérique CNT où M. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, était le porte-parole, mais lorsque le PDCI venait faire son alliance, de sources proches des différents partis, mais pourquoi M. Pascal Affi-N'Guessan a quitté cette alliance-là? Parce que, disons-le clairement, M. Laurent Gbagbo n'a pas envie de sentir M. Pascal Affi-N'Guessan dans le même espace où ils sont. Pour vous, je vais plus loin même. Je vais plus loin. Mais aujourd'hui, est-ce que même lors des obsèques du feu Henri Konan Bédié, on en a débattu. Je pense que c'est Herman qui nous donne l'information sur le plateau où M. Laurent Gbagbo n'a même pas daigné saluer M. Pascal Affi-N'Guessan. Non, je n'ai pas dit ça dans ce sens. Maintenant, au-delà de ces points-là, pour vous, déjà prouve qu'il y a désaccord. Le désaccord est profond. Première chose avec Pascal Affi-N'Guessan. Le deuxième désaccord, c'est le désaccord avec Charles Blé Goudé. On sait que le désaccord aussi, il est profond. Troisième chose, le désaccord avec le MJC de Simone Yévé Gbagbo. Au-delà du divorce politique, mais il y a un divorce marital entre les deux personnes. Ça, c'est un autre point. Mais je vais aller plus loin. Voilà. Divorce conjugal. Merci pour la précision. Mais Christelle, ce qui est dramatique en Côte d'Ivoire, c'est que tous les grands partis ont dirigé ce pays. Que ce soit le PDCI, que ce soit le FPI de Laurent Gbagbo, que ce soit le RHDP de Alassane Ouattara qui est toujours au pouvoir. Mais je pense que ce que nous devons nous mettre en tête, et Barry, quand tu parlais, il faut prendre en compte le besoin le plus primaire des Ivoiriens aujourd'hui. Les Ivoiriens ont assisté à quelque chose. Ils ont vu tout le monde diriger. Donc, il y a une certaine maturité dans la façon de voir des Ivoiriens. Et comme je le disais dans mon premier propos, les gens ont besoin de quelqu'un qui a une vision. Qu'est-ce qu'on compte faire pour nous concrètement? Donc, au niveau de l'opposition, pour vous, il n'y a personne qui a une vision, c'est cela? Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de vision, mais j'estime que leurs dissensions sont tellement profondes qu'il leur sera difficile de se mettre ensemble. Et je vous rappelle l'un des propos de Tidiane Thiam. Dans l'une de ses sorties, il a dit, quand on lui a posé la question concernant leur partenariat ou alliance avec le PPAC, il a dit que nos dissensions sont trop fortes actuellement, mais nous sommes toujours en discussion. C'est pour dire qu'aujourd'hui, même le PDCI, même M. Bredoumi, j'espère qu'on l'aura sur ce plateau, lui-même il le sait parce que les gens même accusent le PDCI pour certains de double jeu. Avec, tantôt il parle avec le COGEP, le FPI, le MGC, et après, dans le dos encore, il parle avec le PPACI. Donc c'est assez complexe. Herman Aboua, alors les éléments de langage de Daouda sont assez clairs. Hein. Il dit les dissensions sont profondes avec ces exemples qu'il a cités. Est-ce que véritablement l'opposition ivoirienne trouvera la force pour aller ensemble pour 2025? La question fondamentale demeure. Herman, allez-y. Le PDCI-RDA, qui est le premier groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui, qui donne suite, je dis, qui vient appuyer cet appel à l'union, je pense que connaît plus ou moins les enjeux et les réalités. Les dissensions. Le PDC connaît le contexte. Le PDC connaît le contexte. Il a évoqué tout à l'heure les législatives, les élections locales, lorsqu'on a vu un peu qu'ils ne sont pas... Mais justement, c'est parce qu'on sait qu'aux législatives de 2021, que l'opposition, de gauche surtout, n'a pas pu se réunir. Et nous tous, on a dit ici, on a décrypté. Et que même aux élections locales, les partis de l'opposition n'ont pas pu se réunir. Voilà pourquoi si aujourd'hui, parce que c'est ça aussi leur anomalie, si aujourd'hui l'opposition réussit à s'unir de façon sincère pour un projet commun. Donc, Barry l'a dit, on a vu dans les démocraties occidentales, c'est pas forcément au premier tour, on ne cherche pas forcément à avoir un parti politique, un leader au premier tour, nous tous ensemble. On va ensemble et puis après les gens font le jeu. Aujourd'hui on constate que pour même après les élections les européennes en France, on a vu que le Front populaire s'est créé. Le Front populaire. Il y a un Front populaire de la gauche. C'est des partis avant-hier qui ne s'entendaient pas, mais aujourd'hui les gens ont des objectifs. Mais justement la question, Herman, c'est ça. Est-ce qu'ils pourront ici en Côte d'Ivoire? Mais voilà pourquoi je suis en train, je l'ai même dit, c'est ça que... S'ils réussissent à
s'unir. Voilà pourquoi je dis que le PDCI qui vient aujourd'hui sur la question, c'est quelque chose qui change. C'est quelque chose qui change. Donc, il ne faudrait pas qu'on se dise, en politique, on ne dit jamais, jamais. On ne s'est jamais imaginé, ils ont bien fait de le dire, qu'on aurait le Front républicain. Des gens qui n'avaient pas de... C'était des partis politiques qui n'étaient même pas de même idéologie. On ne s'imaginait pas. Donc c'est possible. Donc c'est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas pu essayer, puisqu'on a essayé le FPI avec le RDR dans le Front républicain, on a essayé le PDCI avec le RDR pour créer le RHDP, on a essayé. Ce qu'on n'a pas encore pu réussir, c'est le PDCI avec ce groupe de la gauche. Les élections, au niveau des élections, là, vous avez vu que les gens ne sont pas allés tous ensemble. C'était de façon stratégique sur certaines localités. On vous dit aujourd'hui que si on revient sur le score de 2010, du premier tour de 2010, là on a vu, on connaît quand même plus ou moins, parce que ces élections-là, ces résultats-là, personne ne les conteste. On connaît plus ou moins le score de chacun. Donc si deux se mettent contre un, ça peut créer quelque chose. Sarah n'est pas très d'accord avec vous. Sarah, allez-y, ensuite Élisée. Vous avez lu son visage. Non, je voulais juste apporter une nuance par rapport à ce que vous apportiez tout à l'heure par rapport au Front populaire. Certes, on a vu des partis de gauche socialiste, verts, s'unir autour du Front populaire, mais on est dans un contexte assez différent. Là, on est en France. Là, vous parlez du Oui, déjà on est en France. Revenons un peu sur le cas Non, mais de la c'est pour Côte dire d'Ivoire. qu'effectivement, des groupes politiques peuvent s'allier, mais là, on n'est pas au présidentiel, on n'est pas au premier tour. Là, on est au lendemain d'élections européennes et suite à la dissolution aussi du gouvernement. Des partis se sont... Revenons au cas de... Mais rapidement, pour aider Sarah. Au premier tour, on voit quand même rarement ce type... Peut-être au second tour, mais au premier tour des présidentielles... Moi, je voudrais juste rebondir sur quelque chose que Daouda, très important, a dit tout à l'heure. C'est que chaque parti politique que l'on connaît aujourd'hui et qui se présente ont déjà gouverné le pays. Donc, ce n'est pas des partis politiques nouveaux. Or, on le sait, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, les nouveaux partis ont souvent plus de chances de rafler les élections. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de renouveau, ont besoin qu'on règle leurs problèmes sociaux, etc. Et la plupart du temps, les anciens vieux partis politiques qui rabotent ont peu de chances. Votre micro a un challenge, Sarah. Bon, c'est pas grave, je vais donner la parole à Daouda. Non, pas du tout. C'est Élisée qui va prendre la parole et ensuite Daouda. Allez-y. Ok. Et ensuite, oui, Daouda, Barry. Allez-y, Élisée. Barry, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Moi, je pense qu'il faut éviter de faire beaucoup d'amalgames. Il ne faut pas faire des clichés copier-coller pour les déposer. On n'est pas dans les mêmes contextes. C'est ça. On n'est pas L'exemple de la France culture n'a rien à voir démocratique. ici. Et l'ancrage politique en Occident n'a rien à voir sur notre tropique. Ça, il faut déjà qu'on le comprenne. Pourquoi vous le mentionnez, Élisée, dans ce cas-ci? Parce que c'est une réalité. Donc, on ne peut pas aller transposer une réalité française en Côte d'Ivoire. Ça ne marchera pas. Ça fait un. Deuxièmement, le contexte de 2010 n'est pas le contexte de 2025. Ça aussi, il faut qu'on le rappelle. Pouvoir de gouvernement. Ceux qui étaient en 2010 qui ont voté en 2010, moins de la moitié, je dis moins de la moitié, c'est pas sûr que, pardon, je dis ceux qui n'ont pas voté en 2010, parce qu'ils n'avaient pas l'âge, aujourd'hui là, ont eu l'âge, et donc sont revenus. 77% de notre population est constituée de jeunes, de moins de 35 ans, qui ont d'autres aspirations qui n'étaient pas forcément les aspirations qu'on avait en 2010. Et en 2010, on sortait d'une crise électorale, c'est-à-dire qu'il y avait une crise. Donc c'était une élection de sortie de crise. Pour vous, on n'est pas dans le même contexte. Ça, c'est fait une grave erreur que de faire un copier-coller de 2010 à 2025. Ça, c'est déjà une première chose. On sortait d'une crise et l'ambition des Ivoiriens n'était pas la même qu'aujourd'hui. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose que je pense qu'il faut noter, honnêtement, dans la sphère politique. Moi, je pense que cette alliance, et je pense que peut-être que le porte-parole du PDC n'est pas allé au bout de son idée, cette alliance, en fait, n'est pas dans la perspective, à mon avis, d'aller conquérir, ou du moins d'aller à la présidentielle. Mais je viens. Oui. Cette alliance a pour but de faire changer un ensemble d'éléments, contraindre le régime à changer un ensemble d'éléments qui pourraient être profitables pour les élections. Je prends un exemple, voilà. je viens. Aujourd'hui, vous savez que la question, par exemple, de la CEI, de la réforme de la CEI, reste un enjeu majeur pour les partis d'opposition. Tout à fait, justement. Quand on appelle à une alliance, on se met ensemble, on crée un cadre d'échange avec des propositions concrètes et une ossature bien définie de ce qu'on veut. Et on va rencontrer la partie adverse pour discuter
et pour éventuellement mettre une certaine pression pour obtenir certains résultats. Je crois que c'est l'objectif de cette alliance qui est lancée. Sinon, si c'est sur la base politique, je dis et je répète, on a déjà des expérimentations qui ont été faites récemment qui ont montré que quand on arrive devant la question du choix de celui qui va porter la ligne, est-ce qu'il ne pourrait pas unir la gauche? Il vous a dit quoi? On était quand, justement? Il y a à peine une année et demie. Il a dit que son rôle, ce n'est pas d'unir la gauche. Il a été très clair, il a répondu à tout le monde, ce n'est pas son rôle d'unir la gauche. Mais vous pensez déjà, quand quelqu'un vous dit ça, est-ce que vous voyez déjà la portée? Ce n'est pas d'unir la gauche, premièrement. Quand vous prenez le discours du président Thiam, le président Thiam, avec certains retours qu'on a, et il ne manque même pas de le dire à chaque fois, de témoigner cette élégance qu'il a vis-à-vis du président Ouattara, qu'il considère quand même comme un aîné. Quand vous regardez tous ces éléments, on a un souci de micro. Ah, d'accord. On va faire juste la pause. Donc tout ce que j'ai dit n'a pas été entendu. Ça a été entendu, je pense. Ah, okay, d'accord. Ça a été entendu. On va partir au JT, on revient pour le même sujet juste après, le temps de régler le point technique. Merci. Depuis 35 ans, nous nous rencontrons et apprenons à nous connaître. Nous avons vécu des petites et des grandes victoires. Nous avons murmuré de douces choses et avons créé des actes solidaires et inoubliables. Nous avons toujours été joyeux, festifs, enjaillés, célèbres pour notre hospitalité. Toujours différents et amoureux de nos traditions, le partage est au cœur de notre vie. Château de France, on est tombé dedans. Pour communiquer sur vos marques, vos services, vos produits et vos événements, choisissez la case commerciale et la porte ouverte de Live TV. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'une grande opportunité à tous ceux qui sont concernés ou qui souhaiteraient travailler ou vivre en Europe. Plusieurs personnes connaissent déjà l'existence de ce thé-là. Il n'est plus à présenter en fait. Chez La Paix, nous avons différents styles de monture adaptés à différentes formes de visage. Des vitrines de promotion à petit prix pour un maximum de visibilité et de nouveaux clients. Pour les grandes entreprises qui n'arrivent pas à écouler leurs marchandises, H Qualité est là pour vous servir. La longueur de la gloire glorieuse. J'ai dit que quand vous regardez cette longueur-là, pour un événement, est-ce que ça ne fait pas? Ça fait, c'est très magnifique. Pour plus d'informations, contactez dès maintenant la régie commerciale de Live TV. Nous vous attendons impatiemment et massivement. À très bientôt. Live TV, la télé sans filtre. TikToker préféré s'installe chez vous. Les pains comme ça tombaient en désordre. Je me suis dit, j'ai aussi dans mon comme ça, il fait craquer, tu vois. C'est l'humilité, c'est son manque d'humilité qui m'avait manqué même. Connectez-vous avec la team de TikTokers pour des discussions et des confidences sans filtre. Gondo. Le photo était galeux. Gondo, il n'était pas lisse. C'est même pas quitte. Et puis lui qui m'a dit mon ventre bombé, on dirait un petit cabri là. Et puis avant de tromper là, moi en tout cas, on n'est jamais venu me demander t'es en couple. Et puis j'ai dit non. Si je suis en couple, je suis en couple. Si tu as décidé de rester, c'est ton problème. On est Zozozoja. On peut pas reculer. La voix impérée. TikToker, c'est seulement sur Live TV. Kevin et Brazing vous attendent dans le vrai match. Ouais, bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Chaque soir, des histoires palpitantes pour vous faire vivre la magie de l'amour. C'est notre sacerdoce. L'amour, le trouve pas. Super, ravissante. Je veux une femme travailleuse et qui connaît le sens du mariage. Si tu as vu un gars qui te plaît, drague-le. On va maintenant découvrir l'homme du match. La femme du match.
l'amour n'est pas mort. On le retrouve les soirs à 22h. Prenez le rendez-vous. Uniquement sur Live TV, la télé sans filtre. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 1945, le journal qui revient sur l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Ce soir, on fait un focus sur les soldats du feu. Nous irons donc au GSPM à l'occasion de ses 50 ans d'anniversaire, une cérémonie pleine d'émotions, vous le verrez. On parle de PND 2021-2025 et on revient sur l'appel du Premier ministre Robert Begré-Mambé à tous les acteurs pour l'atteinte des objectifs de développement. Et à l'international, triste nouvelle, plus de 1000 pèlerins sont morts lors du grand pèlerinage en Arabie Saoudite. Que s'est-il passé? On vous éclaire sur les circonstances de ce drame. On l'annonçait en titre de cette édition à l'ouverture de la réunion du comité de pilotage pour le suivi du plan national de développement 2021-2025, connu sous l'acronyme PND. Le Premier ministre et chef du gouvernement Robert Begré-Mambé a exhorté l'ensemble des acteurs impliqués à s'engager pour l'atteinte des objectifs de développement de la Côte d'Ivoire. Reportage commenté par Félicien Biaou. À l'ouverture de la réunion du comité de pilotage pour le suivi du plan national de développement 2021-2025 à Abidjan, le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, Robert Begré-Mambé, a exhorté l'ensemble des acteurs impliqués à s'engager pour l'atteinte des objectifs de développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais notamment, au nom du président de la République, le président Alassane Ouattara, exprimer toute notre gratitude à l'ensemble de nos partenaires. Je voudrais ici leur dire un grand merci pour leur engagement qui, à ce jour, a permis de mobiliser 68,1% des annonces faites pendant le groupe consultatif, soit environ 10 699,6 milliards de francs CFA. Pour la ministre de l'économie, du plan et du développement, Kabaniale, la Côte d'Ivoire est sur la bonne trajectoire. D'après le ministre, la Côte d'Ivoire a le soutien de ses partenaires. Pour preuve, l'important taux de réalisation des promesses formulées lors de la rencontre du groupe consultatif de soutien au PND organisée en mai 2022. La réunion du comité de pilotage de ce jour, qui s'inscrit dans ce cadre, devra nous permettre de prendre connaissance des progrès réalisés dans la mise en œuvre du PND, des défis et difficultés rencontrés, et de discuter des réponses appropriées en vue d'accélérer notre processus de développement. Le rapport sur la performance du PND au titre de l'année 2023 a relevé les progrès importants enregistrés par notre pays. Ces progrès découlent de la synergie d'action menée par tous les acteurs du développement, à savoir l'État, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Au sorti de cette rencontre, l'ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, son Excellence Francesca Di Mauro, a salué les efforts du gouvernement ivoirien. Les discussions ont porté sur d'importants sujets, notamment l'éducation-formation, l'environnement, la santé, l'industrialisation et les réformes. Avec les partenaires au développement, entre autres l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le secteur privé, les échanges se poursuivent afin de bâtir un PND 2026-2030 sur la base des acquis et des recommandations qui sont sorties de la rencontre de ce jour. À présent, je vous emmène dans la région d'Azaguié où Mensa Bank, en partenariat avec la fondation Yes, a procédé à une journée de reboisement dénommée Mensa Day 2024. Ce sont 25 hectares de forêt classée de Yapo-Abé qui ont été reboisés. Cette initiative de Mensa Bank témoigne de son engagement envers la durabilité environnementale et le développement social. Francis Kofi, Haute-Keyo. Ce sont des images inédites, filmées par nos caméras, preuve de la destruction de la forêt classée de Yapo-Abé d'Azaguié, l'une des forêts les plus sempervirantes et la plus importante de la Côte d'Ivoire, d'une superficie
de 26 630 hectares. Une destruction causée par les fossoyeurs de forêt. Vous voyez comment l'arbre a pourri? Personne ne l'a coupé, il est tombé seul. Venez voir, celui qui a arrêté maintenant. Regardez là, ils mettent du feu et ils empoisonnent l'arbre avec des herbicides et l'arbre meurt, sèche seul et après il tombe. Viens voir, regardez tout ça. Regardez tous ces arbres là, tous les arbres qui nous entourent sont empoisonnés par des gens. À cet effet, dans l'optique de restaurer cette forêt et de lui redonner l'allure qu'elle avait avant, Mansa Bank et la Fondation IS, engagés depuis plusieurs années dans la restauration des forêts sur l'étendue du territoire ivoirien, ont organisé Mansa Planting Day 2024, une journée de reboisement avec les élèves de l'École nationale de police d'Abidjan. Nous avons demandé à l'école de la police nationale de venir reboiser sur ce site parce que sur ce site est particulier. Vous savez, ce site est rempli d'arbres de renom, mais ces arbres ont été empoisonnés par des bouviers qui ont empoisonné ces arbres, qui les ont brûlés et les arbres pourrissent. Les arbres sont arrêtés mais ils pourrissent. Et ça fait pitié. C'est détruit sur près de 60 hectares. Et là, nous sommes là pour restaurer cette forêt-là, pour montrer à ces bouviers-là qui ne peuvent pas détruire la forêt ivoirienne. Ce sont 25 hectares de forêt qui ont été reboisés avec 4 essences d'arbres, à savoir le niangon, le fraqué, le cajou et le bété. Par son slogan forgé par nos racines, tourné vers l'avenir, Mansa Bank s'est engagé depuis l'année dernière à préserver les forêts ivoiriennes et assurer par-delà la qualité de vie des communautés locales. La question environnementale pour Mansa Bank, c'est quelque chose de très primordial. Quand on rentre dans cette forêt classée, nous avons mal. Nous avons mal pourquoi? Parce que cette forêt est détruite. Les arbres sont empoisonnés, mais ça par la faute des populations, par la faute des indisciplinés. Et il est important pour nous de passer ce message-là aujourd'hui. Il est important pour nous de redonner à cette nature-là toute sa verdure pour pouvoir avoir des lendemains meilleurs. Au-delà de son aspect environnemental et dans la dynamique de l'autonomisation de la femme, Mansa Bank a procédé à un don de tricycle, un don de 5 hectares de semences de maïs dans la zone de reboisement pour la culture du Tongia, ainsi que des vivres à l'Association des femmes d'Azaguié. Cette initiative de l'établissement financier Mansa Bank témoigne de son engagement envers la durabilité environnementale et le développement social. On continue avec une toute autre actualité. Après 7 mois de formation sur les questions économiques et financières initiée par Bloomberg en partenariat avec l'Institut des sciences et techniques de la communication, 52 auditeurs, dont 46 journalistes, ont reçu leur diplôme de fin de formation lors d'une cérémonie de graduation. Aujourd'hui, ils sont désormais outillés à décrypter, à disséquer et même à analyser les données économiques. Chelina Lebonsoro et Félicien Biaou. Ils sont 52 auditeurs, étudiants, travailleurs du secteur privé et public et 46 journalistes en exercice de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. Durant 7 mois, ces auditeurs ont été formés sur les sujets liés à l'analyse de l'environnement économique et des marchés financiers. Pour ces récipiendaires, c'est une nouvelle compétence qui s'ajoute à leur background. C'est-à-dire qu'il faut que de plus en plus l'information financière, l'information économique, qui semblait être quelque chose de très complexe pour les populations, soit de plus en plus accessible. Donc le premier défi pour nous, c'est de rendre accessible l'information financière, rendre accessible l'information économique, rendre accessible l'information commerciale. Avant même la fin de la formation, on voyait déjà le changement. On a une approche différente sur certaines questions. On a une approche différente quant à la manière d'aborder des problèmes de notre société. Les informations financières et économiques peuvent permettre justement à des décideurs, à des investisseurs non africains de prendre la décision de venir
et de mettre de l'argent en Afrique. En tant que tel, il est important pour nous, journalistes, dont le travail reste au quotidien, de faire de la médiation. Cette formation de journalistes-analystes est l'initiative de Bloomberg visant à renforcer leurs capacités et leurs connaissances sur les données économiques et financières. Après une première phase au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud, de 2015 à 2017, la deuxième phase au Ghana, en Zambie et en Tanzanie entre 2018 et 2022, la troisième phase s'est tenue en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Cette formation, qui est le fruit d'un partenariat entre Bloomberg et l'Institut des sciences et techniques et communications polytechniques, répond aux profondes mutations qui s'opèrent dans le milieu des finances. Aujourd'hui, avec cette formation, ces journalistes sont en mesure de présenter bien la Côte d'Ivoire, les pays de l'Union, leur potentiel économique, de traiter les indicateurs macroéconomiques, de traiter également les questions financières des entreprises pour attirer des investisseurs internationaux et locaux. Et c'est ça le but du jeu. Faire en sorte que nos pays soient mieux vendus auprès des investisseurs avec une information économique et financière de qualité. Pour la Côte d'Ivoire, cette cohorte de journalistes utilisés à disséquer les chiffres est une aubaine. Leur nouvelle compétence permet de vendre la Côte d'Ivoire aux investisseurs. Vous savez tous l'impact que les médias peuvent avoir sur l'appréciation des décideurs économiques et d'autres investisseurs. Vos analyses doivent donc être fiables et justes. Notre engagement à nous est donc d'avoir une presse économique et financière de qualité pour aider nos pays à mieux faire connaître les efforts de réforme que nous engageons pour attirer les investisseurs. Ce sont au total 84 auditeurs de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui ont reçu leur parchemin de fin de formation pour cette session. Le groupement des sapeurs-pompiers célèbre leurs 50 ans de bons et loyaux services aux populations. Et à cet effet, les anciens sapeurs-pompiers à la retraite ont été décorés aujourd'hui par l'État de Côte d'Ivoire. Ce sont plus de 50 médailles de sauvetage qu'ont reçues les anciens soldats du feu. Cette cérémonie remplie d'émotions a été l'occasion pour le gouvernement de montrer sa reconnaissance en ces braves soldats qui ont consacré toute leur vie au service des populations. Francis Kofi et Félicien Biaou. De l'état-major du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Ce matin, les sapeurs-pompiers militaires sont alertés qu'un blessé est coincé et ne peut pas prendre les escaliers. La brigade opte pour un sauvetage au moyen d'une corde. Une manœuvre qui permet de maintenir la victime équilibrée jusqu'au sol. La victime est alors désanglée et installée dans l'ambulance où elle sera prise en charge et évacuée vers... En réalité, nous sommes en plein exercice des agents du GSPM à l'occasion de la célébration de leur 50e anniversaire. Une manière pour eux de commémorer les 50 années à lutter contre les sinistres et apporter assistance aux populations ivoiriennes en détresse. Le GSPM est né dans un contexte d'essor économique qu'il a plu aux Ivoiriens d'appeler le miracle ivoirien, afin d'accompagner le développement socio-économique, industriel, urbain et démographique du pays. Ce sont donc, à ce jour, 50 années passées à servir la nation dans toutes ses composantes. Un véritable sacerdoce dédié à la protection des personnes, toutes classes sociales confondues, de leurs biens et surtout à la préservation des infrastructures de développement socio-économique garantissant la vie de l'État. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires a été créé le 1er juillet 1974 par le décret numéro 202/74 du 30 mai 1974. Depuis sa création, des braves hommes y ont travaillé jusqu'à leur retraite. Cette célébration du jubilé d'or du GSPM a été une occasion de les décorer. Depuis 1974, nous sommes à la 50e année, au 50e anniversaire. Et c'est maintenant que d'autres viennent d'avoir leur première décoration. Et vraiment, c'est un homme heureux. Au nom de tous mes camarades retraités, c'est un homme heureux que nous vous disons merci. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara,
a salué la bravoure et le courage des soldats du feu dans l'exercice de leur profession. Être pompier n'est pas un métier facile, car vous vivez et partagez au quotidien le drame et la blessure sur toutes ces formes des victimes. C'est pourquoi je voudrais demander de leur témoigner notre reconnaissance pour les sacrifices que les sapeurs-pompiers consentent dans l'exercice de leur profession. Cette reconnaissance doit se traduire dans des comportements citoyens. La cérémonie de célébration des 50 ans d'anniversaire du GSPM, qui s'est terminée par un défilé, a été une occasion pour les sapeurs-pompiers militaires d'inaugurer la toute nouvelle salle des opérations, à partir de laquelle les opérations seront suivies en direct sur le terrain. Aujourd'hui, le GSPM compte 8 compagnies d'incendie et de secours, à savoir Indénié, Zone 4, Yopougon, Bingerville, Nzianois, Yamsokro, Boaké et Korogo. On poursuit à l'international. L'armée de l'air nigériane a neutralisé 80 terroristes lors d'une opération aérienne contre des terroristes dans l'état de Katsina. En effet, ces 80 terroristes ont été tués et de nombreux autres ont été capturés. Plusieurs véhicules et bunkers ont été détruits au cours de l'opération et des dizaines d'armes et de munitions importantes ont été saisies. Pour rappel, le Nigeria a récemment été confronté aux attaques des organisations terroristes Boko Haram et ainsi que des bandes armées dans différentes parties du pays. Triste nouvelle, plus de 1000 pèlerins sont morts lors du grand pèlerinage musulman qui s'est déroulé en Arabie Saoudite sous une chaleur intense. Parmi ces morts, plus de la moitié étaient des pèlerins clandestins. En effet, 630 d'entre eux étaient dépourvus d'autorisation officielle pour le pèlerinage auquel ont participé cette année environ 1,8 million de personnes. Au total, 1081 décès ont été signalés par une dizaine de pays officiellement ou via des diplomates impliqués dans les recherches des victimes. Pour rappel, le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam et tout musulman qui en a les moyens doit le faire au moins une fois dans sa vie à une période déterminée par le calendrier musulman basé sur les cycles lunaires. Les rituels se sont déroulés encore une fois sous cette année de températures très élevées qui ont atteint 51,8 degrés Celsius à la grande mosquée de la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Chaque année, des dizaines de milliers de fidèles tentent de participer au pèlerinage sans avoir les permis nécessaires, payant ou octroyés selon des quotas qui donnent accès notamment aux installations climatisées. Selon nos informations, la chaleur a été la principale cause de décès parmi les pèlerins, provoquant notamment des complications liées à l'hypertension artérielle. Je vous retrouve demain pour le journal, toujours dès 19h45. D'ici là, les analyses de l'actualité sur le Grand Talk se poursuivent. Bonsoir. Envie de faire passer un message fun et sympa à tous tes proches sur ta chaîne préférée? C'est maintenant possible. Tu peux désormais faire une D98 112. Live TV, la télé sans filtre. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Toutes nos excuses pour les désagréments techniques. Nous revenons sur le sujet. C'était donc Élisée qui avait la parole avant que nous l'allions au journal de façon précipitée. Élisée, on va résumer un peu vos propos pour écouter Barry et ensuite Daouda pour continuer le débat. Oui, pour me résumer, je dirais juste que je pense que ce serait faire mauvais calcul que de transposer les réalités de l'élection en France aux élections en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas le même contexte. Aujourd'hui, quand vous regardez la culture démocratique, ou je dis l'engagement des citoyens vis-à-vis de la question des élections, en Europe, ce n'est pas la même réalité sur nos tropiques. Donc, faire un tel parallèle, pour moi, ce serait se tromper dans un premier temps. Voilà. Maintenant, l'autre élément que je disais, je suis en train de dire que je pense, pour moi, que l'appel de M. Bredoumi
est plutôt un appel à se réunir pour pouvoir ensemble engager les stratégies, les discussions devant les réformes qui semblent être essentielles et importantes en prélude en 2025. Qu'est-ce qui qualifie votre point de vue? Parce qu'il a dit, avec le RHDP, on ne sera pas en alliance pour 2025. Non, mais donc forcément, c'est pour la présidentielle. Non, mais je pense que quand vous regardez un peu, je veux dire, comment évolue un peu la sphère politique en Côte d'Ivoire, vous savez que le vocable jamais doit quasiment pas exister. Aujourd'hui, on peut dire non et demain, on peut dire oui. Là, on est à 4 mois des élections présidentielles. Aujourd'hui, on peut être en train de dire non, mais quelle sera la réalité dans 4 mois? Personne ne le sait. Voilà, donc autant il lance un appel aux autres partis de l'opposition à venir s'unir. Je pense aussi qu'en face, il y a le RHDP aussi qui prépare aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'il se prépare dans cette perspective-là aussi, qui nous dit déjà qu'il n'y a pas de canaux qui sont ouverts de discussion. Selon les informations de notre possession, même au temps du président Bédié, de son vivant, il y avait quand même quelques canaux qui existaient déjà d'échange. Donc peut-être ça pourrait être réactivé à nouveau encore. C'est pourquoi je dis, ne dis jamais, n'existe pas. Dieu merci d'ailleurs, même qui n'a pas employé le terme jamais, mais il dit que c'est pas, il ne veut pas faire d'alliance, il n'envisage pas faire d'alliance avec le RHDP. Mais attention, le porte-parole du PDCI a dit, lors de cette conférence de presse, on a été déçus. Ce n'est pas à nous d'aller expérimenter ce que le père n'a pas réussi, Élisée. Non, mais quand il dit ce que le père n'a pas réussi, c'est-à-dire, on peut comprendre aujourd'hui qu'il soit un peu dans, disons, dans du ressentiment, ça peut se comprendre. Mais vous savez, l'une des choses qui est comme une panacée au ressentiment, c'est le temps. Aujourd'hui, ça peut être frais, ça peut être difficile de l'accepter, mais qu'est-ce qui nous dit que dans 4-5 mois, avec l'évolution du contexte et tout ça, on ne peut pas revenir à de meilleurs sentiments. Donc la porte reste ouverte pour moi. Tout est possible selon Élisée. Alors le point, Barry, aujourd'hui, c'est lorsque le PDCI Herman le disait, l'appel au rassemblement, à l'union, a été déjà fait par plusieurs partis. Mais le fait que le PDCI se fasse écho également et porte ce point, ça peut peut-être faire bouger les choses. Attention toutefois aux dissensions. Est-ce que le point, je reviens là-dessus. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, notre opposition pourra trouver un visage pour aller contre le RHDP qui, en tout cas, pour l'instant, tient la barre, Barry? En politique, rien n'est figé. Rien n'est figé, je m'explique. Il vous souviendra qu'au temps du président Bédié, quand il était président de la République, lui et le président Alassane Ouattara ont eu des différends. C'est ça. On avait même lancé un mandat d'arrêt international contre le président Ouattara. Ils étaient décrits dans la presse par le narratif des journalistes comme les pires ennemis au monde. Mais est-ce que ça a empêché le président Ouattara et le président Bédié de s'asseoir autour d'une table et de nouer une alliance en 2005? Non, c'est pour vous dire que les intérêts évoluent selon le contexte et surtout le cadre spatio-temporel. Et aujourd'hui, quand on me parle d'héritage, j'ai entendu quelqu'un parler de vision. Mais le PDCI a un héritage. Vous faites Boigny. Quand vous partez au plateau, les immeubles que vous voyez, c'est l'héritage du PDCI. Et il y a des autoroutes, il y a des écoles, l'université de Cocody. Et dans une élection, ça peut faire la balance. Bien évidemment. Quand on me parle de trucs de vision, je pense que il faut quand même relativiser. Monsieur Tidiane Thiam, il a été ministre du Plan et du Développement du président Bédié. Il y avait des projets, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils n'ont pas pu les exécuter. Mais si vous prenez le PDCI comme institution, je pense que près de 39 ans de gouvernance, il y a quand même un héritage historique. Il ne faut pas l'occulter. Maintenant, quand on me dit que l'opposition manque de vision, je ne suis pas d'accord. Le président Gbagbo, il a sa vision selon ses intérêts politiques. Il a une dynamique qu'il a enclenchée depuis son retour. On peut dire que c'est lent. On peut critiquer, mais dire qu'il n'y a pas de vision, moi je ne suis pas d'accord. Barry, dans votre propos, vous dites que l'opposition et vous dites PPACI. Est-ce qu'il n'y a que le PPACI? Non, mais c'est les deux. En fait, en politique, quand on parle d'opposition, il y a d'abord les figures de proue. C'est-à-dire que les partis qui ont une base, qui sur le plan électoral ont des quotas très importants. Le PDCI arrive comme deuxième groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est le principal parti d'opposition. Le PPACI arrive en troisième position. Donc quand on parle d'opposition, on ne peut pas parler de tous les partis, mais on va se... Des partis significatifs. Voilà, les partis les plus significatifs. Et je reviens sur ma question, Barry, pour avoir votre point de vue. Est-ce que justement ces partis significatifs pourront uniformiser leur voix afin de donner donc un visage pour 2025? Non, la balle est dans leur camp. Je veux dire que qui aurait cru à un certain moment... Donc il y a des possibilités. Voilà, qui aurait cru que le PDCI même allait faire une alliance avec le PPACI?
Le président Gbagbo était l'opposant historique du président Houphouët-Boigny. C'est cela. Très Donc, bien. En politique, rien n'est figé. Il faut prendre ça en compte. Et il faut relativiser quand on parle d'héritage et de vision. Surtout la vision. Parce que pour moi, un homme politique, c'est d'abord la vision. Très bien, Maintenant, on peut ne pas partager sa vision. Je suis d'accord. On peut être différent idéologiquement. C'est normal. Mais rien n'empêche des gens qui sont différents idéologiquement de se retrouver dans une alliance. C'est parfait. Si vous permettez, tout à l'heure on ne parlait pas de France, mais les Républicains. Il y a certains aujourd'hui qui appellent le parti à s'allier au Rassemblement national parce que le contexte, les Républicains sont en train de disparaître de l'échiquier. Donc une certaine opinion au sein du parti, c'est pour vous dire qu'on peut être différent idéologiquement, mais la réalité politique commande le terrain. Et le contexte surtout. Et surtout le contexte. Daouda, ils se mettent ensemble. On va sur ce scénario parce que vous n'y croyez pas du tout ils peuvent se mettre ensemble parce que les dissensions sont trop profondes. Au cas où, Daouda, et comme Barry l'a dit, le contexte peut changer, ils peuvent se rassembler et faire bouger et justement faire peur au RHDP. Qu'en pensez-vous? D'accord, avant de répondre à votre question, je pense que le mot vision que j'ai utilisé a peut-être secoué un peu Barry. Non, pas du tout. Mais j'aimerais juste rassurer Barry quand je parlais de vision. Aujourd'hui, Élisée a parlé d'un truc. Les enfants qui sont nés en 2000, aujourd'hui, ils ont 24 ans. Et quand je parle de vision, c'est concrètement, qu'est-ce que vous avez à proposer à ces enfants? Parce qu'en 2010, les problèmes que nous, on avait, les enfants qui étaient nés à cette année, qui étaient en 2000, n'avaient pas le même problème. Donc c'est de cette vision que je parle. Proposez-les aux gens pour qu'ils suivent ça, ils s'appuient pour voter. Maintenant, pour revenir à l'éventuel, parce que j'ai dit que l'éventuelle union, coalition et autres. Dernièrement, on a eu l'élection à mi-mandat. Oui, Daouda. L'élection municipale. Mais l'élection régionale, mais peut-être que les gens ne le savent pas, mais il est important de le dire aux uns ou aux autres. L'élection régionale, c'est le même corpus électoral que l'élection présidentielle. Tout à fait. Allons-y, Daouda. Voilà. Et partons sur ce principe-là. Il est important d'aller s'informer sur le site de la CEI. Les chiffres sont là, c'est public. Allons-y aux chiffres, Daouda. On va aller aux chiffres. À l'élection présidentielle régionale qui vient de passer, après les résultats, le RHDP a eu 64,27% des voix. 64,27% des voix pour le RHDP. Pour le RHDP. Le PDCI a eu 14,1%. Le PPSI a eu 4,98%. Le PPSI plus le PDCI, ils ont eu de 6,64%. Au total, l'opposition pèse 25,63%. Je vais être un peu plus vicieux. On va rajouter le score. Non, on va rajouter le score des indépendants dessus, qui sont à 6,85%. Quand tu mets tout ça ensemble, ça fait 32,48%. Tout doucement. Donc vous dites l'opposition, plus les indépendants, plus les combien? 32,48%. En face, on a le RHDP avec combien? 64%. Donc pour vous? Pour moi, quand je regarde, et quand je regarde la razzia qui a été faite, et c'est de là justement que je parle de vision, parce que si les Ivoiriens où nous sommes ici, ceux qui nous suivent, s'ils pensaient véritablement que l'opposition avait une vision, je ne pense pas que pendant les élections régionales, certaines personnes allaient perdre lamentablement. Je prends le cas de Kone Katina, qui s'est présenté à Port-Bouille, qui, tous les jours que Dieu fait, va critiquer les actions et autres du gouvernement. Mais malgré cela, il n'a pas été capable d'avoir même 20%. Est-ce que justement pour 2025, tout cet environnement ne peut pas changer justement dans Mais quand j'ai dit tout à l'heure, ça peut changer, et ils l'ont tous si bien dit, rien n'est figé. C'est cela. Mais aujourd'hui, pour que cela puisse changer, il faut que déjà, au sein de l'opposition elle-même, les dissensions profondes qui existent, que ce soit au niveau de Pascal Affinguessan, que ce soit au niveau de M. Charles Blegoudé, que ce soit au niveau de Mme Simone et Yves Gbagbo, il faut que déjà, le président Laurent Gbagbo, qui dit que lui n'est pas là pour diriger, pour unir l'opposition, il faut que déjà, lui-même, il décide d'unir d'abord la gauche pour que cette gauche puisse aller avec le PDCI pour aller combattre avec le PDCI, le RHDP. Justement, Herman, est-ce que justement l'environnement des présidentielles n'est pas différent des régionales? C'est vrai qu'on a le même corpus, mais est-ce que l'environnement n'est pas différent? Et aussi, on a ces nouveaux majeurs qui vont monter en puissance, qui vont assurément se mettre sur la liste électorale. Il faut commencer à dire à Daouda que la lecture de résultats d'élections, surtout en politique, n'est pas un exercice d'arithmétique. C'est ce que tu as fait tout à l'heure, Herman. Donc, s'il comprend déjà ça, c'est déjà bon. Tout à l'heure, j'ai ri lorsque j'ai vu mes confrères ici s'offusquer que
je prenne un exemple au niveau de la France pour voir. Mais sur la sur la question de l'attitude des partis politiques à un rendez-vous électoral, mais ce jeu d'alliance-là, je donnais juste un exemple, mais ça existait en Côte d'Ivoire ici. Ça a profité en 2010 au président Ouattara. Au premier tour, le président Bédié y était allé. Et c'est au deuxième tour qu'il a fait son alliance avec le président Ouattara. Et puis le président Ouattara a gagné. Donc le contexte, c'est-à-dire que l'enjeu au niveau du deuxième tour, les leaders des partis politiques aujourd'hui peuvent aller en rang dispersé au premier tour, mais peuvent... Après, si à l'issue de cela, si soit un Tidjam Thiam passe au deuxième tour, ou soit un Laurent Gbagbo passe au deuxième tour, ou même Simon Gbagbo passe au deuxième tour, et que les autres ne sont pas allés, mais les autres peuvent soutenir cela. C'est ce qu'on appelle des alliances stratégiques au second tour. Donc ce n'est pas parce que j'ai pris l'exemple là-bas, c'est vrai que je sais bien que les Français ne vont pas venir voter ici pour nous. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse cette... Non, les gens n'avaient pas compris, puisqu'ils sont revenus par plusieurs fois là-dessus. Je voulais faire cette précision là-dessus. Mais moi, je me dis, lorsque les gens reviennent sur la question des élections locales, régionales et autres... Les pourcentages de pas Daouda. Mais je veux dire... Mais il a oublié le taux de participation. C'est ce que je voulais lui dire. Il aurait pu rendre son argumentaire plus pertinent en juxtaposant, enfin mettant en côté le taux de participation. Mais on le sait. Aujourd'hui, Élysée a dit un truc très important. En 2010... Aujourd'hui, de 2010 en 2014, en 2015, il aura 15 ans. En 2025. Donc ça veut dire qu'en 2010, moi je prends 2010, en 2025, il aura 15 ans. Celui qui a participé, l'enfant de 3 ans qui a vu les élections de 2010, là, il aura 18 ans. Donc, ces gens-là, si l'opposition aujourd'hui a un programme, un projet qui séduit cette classe-là. Mais la vision existe, je ne vais pas revenir là-dessus. Barry vous l'a clairement dit. Donc si l'opposition se concentre là-dessus, et ça on voit ça dans les gestes, dans les pas, et c'est ce qui peut-être fait peur, dans les pas de Tidjam Thiam. Aujourd'hui, comme c'est un bon polytechnicien, il sait où toucher et puis faire des corrections parce qu'il sait de quoi il s'agit. Et on le sent bien. C'est ce qui fait peur. Quand ils ont dit qu'ils vont aller s'allier avec l'opposition, c'est parce qu'il a calculé, il sait que stratégiquement, Barry l'a dit, ils ont besoin de l'opposition, cette opposition-là, pour gagner les échéances. Mais on y va. Mais donc pourquoi est-ce que les gens veulent... Regardons. Faudrait pas... On est trop loin, on n'est pas pressé. 2025 va arriver. On termine là-dessus. On va écouter Sarah et puis Élysée et puis on termine. Oui, Sarah. Rapidement... Je pense qu'on n'apprend rien de nouveau ce soir. Les alliances politiques ne suivent pas forcément le respect d'une idéologie. Ça, c'est clair et net. On est tous d'accord là-dessus. Les alliances se forment pour contrer un parti qui est fort. Aujourd'hui, on a le RHDP qui est un parti fort et majoritaire. On ne sait toujours pas si le président actuel se représentera ou pas, donc on ne sait pas quelle figure derrière pourra représenter ce parti. En revanche, on sait que du côté du PDCI, on a un parti qui est historique avec un homme fort. Maintenant, je pense que Tidjam Thiam a envie et curieux de savoir quel sera son poids dans ces élections. Et du coup, je pense qu'il est un petit peu trop tôt à sa place de s'exprimer sur une alliance ferme et définitive à ce stade. Il est nouveau dans cette arène. Tout à l'heure, on a fait une comparaison avec les élections régionales et municipales. Il me semble qu'il n'était pas encore président de ce parti-là à ce moment-là. Donc, voyons voir les choses. Je pense qu'il a tout à fait raison de prendre son temps avant de s'exprimer de manière définitive et de parler à tous les partis. Pour moi, ça ne me choque pas du tout. La politique, quelque part, c'est aussi des calculs électoraux. Et à ce stade, je pense qu'il est peut-être un peu trop prématuré pour dire si oui ou non telle ou telle alliance ferait du sens, sachant qu'elles ne suivent pas forcément une idéologie, mais un calcul bien précis. Très bien. On termine le sujet avec vous, Élysée. Ok. Je souris. Je vois qu'Elman sourit parce qu'il sait qu'il a expliqué quelque chose sans rien dire en fait en réalité. Mais je vais expliquer. Non, on va continuer. On va continuer. Il a dit quelque chose. Non, parce qu'en fait en reprenant le propos, il a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Me concernant, j'ai expliqué, j'ai dit qu'il faut tenir compte du contexte. Et je le répète à nouveau. Les élections présidentielles de 2010 sont des élections de sortie de crise. Ça dit qu'il faut. Je suis même pas sûr. Ça, je veux même prendre le pari avec les Ivoiriens qu'en 2025, on franchisse même la barre de 75% de taux de participation à la présidentielle. Mais parce que le contexte 2010 n'est pas le contexte de 2025. 2010, on sort d'une situation de crise où tous les Ivoiriens en avaient marre et voulaient passer à autre chose. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que c'est le même contexte?
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les Ivoiriens, dans leur majorité, veulent passer à autre chose? Non, parce que certains pensent que celui qui est là a fait le travail, pendant que d'autres pensent que celui qui est là n'a pas fait le travail. Donc l'opinion est quasiment divisée. Mais quand vous regardez 2010, on était tous imbus d'une volonté de passer à autre chose. Et on se disait que la seule manière de passer à autre chose, c'était d'aller aux élections. On a fait 86%, record jamais battu en Côte d'Ivoire. C'est pas un peu pour vous le même objectif pour 2025? Non, c'est pas la même chose en 2010. 86% de taux de participation au premier tour. Jamais réalisé en Côte d'Ivoire dans une élection, qu'elle soit présidentielle, ou qu'elle soit régionale, ou qu'elle soit municipale. Parce que tout le monde voulait pas. On sortait d'une crise. On n'est pas dans le même contexte. Ça, c'est déjà une réalité. Deuxièmement, je vous dis, le corpus encore des électeurs, il ne faut pas perdre ça de vue. On va assister à une catégorie d'électeurs qui n'avaient pas forcément les mêmes objectifs que ces électeurs qu'il y avait 15 ans. Quels seraient les objectifs justement de ces électeurs dont tout le monde parle ici? Ces fameux jeunes qui montent, qui vont s'inscrire sur la liste électorale. Oui, mais aujourd'hui, au-delà des personnes et des individus, la majorité des Ivoiriens, quand vous allez leur poser la question, ils vont vous dire, moi je suis confronté à une seule chose qui m'intéresse. Comment est-ce que j'arrive à résoudre la question vitale? Ça veut dire que la question vitale au quotidien. C'est ce qui intéresse les gens. Quand on regarde les leaders politiques, au-delà des partis politiques, qui peut ou qui est à même de nous permettre d'avoir au moins le minimum vital de ce qu'on veut réellement? Voici l'enjeu. L'enjeu ne sera pas de dire je veux tourner une page parce que je veux partir à autre chose. C'est pas la même chose que 2010. Oui, donc ça c'est important quand même qu'on le retienne de façon générale. C'est important. Ce que je veux encore ajouter et pour dire, et je le répète, vous savez, la politique telle qu'elle est faite en Côte d'Ivoire, je le dis honnêtement, on n'est plus dans les idéologies, ça c'est déjà clair. Mais je dis que... Et on va terminer avec vous, Élisée. Oui, je dis qu'on est dans une sphère où la politique doit se nourrir d'honnêteté arrivé à un moment. Moi, les propos du porte-parole du PDCI, mais les propos du porte-parole du PDCI, je trouve que c'est des propos normaux. C'est des propos normaux pour un opposant. Le porte-parole du PDCI ne dit pas, il ne fait pas un appel, il ne lance pas un appel à l'opposition, il est opposant. Il lance un appel à l'union de l'opposition différent. Il ne dit pas aux opposants de venir. Non, il est opposant. Non, c'est important de préciser. Donc, il lance l'appel à une union. Mais s'il lance l'appel à une union, c'est parce qu'il fait un bilan de 2020 à 2025 de ce que la coalition de l'opposition a obtenu comme résultat. Je ne parle même pas des gens qui ont voté, mais je parle de eux-mêmes, leur alliance, le résultat de cette alliance. On va chuter. Il fait le point du résultat de cette alliance. Il se rend compte qu'au-delà de juste un slogan de dire qu'on est unis, dans la matérialisation, il n'y a pas eu cette unité. Même si ce plateau l'a reconnu, même comment il s'appelle, c'est Gikawe, qui était secrétaire exécutif, l'avait reconnu à l'époque. Et il a dit que l'alliance n'a pas marché comme il se devait, qu'il y a des correctifs à faire. Donc c'est dit qu'il comprend dans cette union-là qu'il faut qu'on aille au-delà juste des propos, mais que dans la matérialisation, on réalise quelque chose. On voit bien que la question des élections en Côte d'Ivoire cristallise l'attention. Ça a cristallisé donc l'attention de l'émission du début jusqu'à maintenant. Mais on termine avec juste un autre point. Mais rassurez-vous, on reviendra parce que vous savez bien qu'au niveau du PDCI, on parle aussi de la montée de Billon. Qui la convention va-t-il désigner? On le saura un peu lorsque cette convention-là aura lieu. Si toutefois, Billon et Thiam sont candidats à cette convention-là. Alors, je vous envoie maintenant à parler d'un autre sujet formation. Il s'agit donc de la junior entreprise MSTCF qui renforce ses capacités au cours de sa conférence annuelle. Reportage pour en savoir davantage. La traditionnelle conférence annuelle de la junior entreprise MSTCF s'est tenue autour de la thématique « La modernisation des pratiques comptables et financières ». Réflexion sur les perspectives et défis de l'adaptation. Fondée en 2016, la junior entreprise MSTCF est une association estudiantine à but non lucratif dont l'objectif est de permettre aux étudiants du MSTCF de renforcer leurs capacités techniques et développer leurs compétences professionnelles. Grâce à la junior entreprise, les étudiants en fait ils peuvent en fait développer leurs compétences pratiques pour mieux affronter le monde professionnel. Et c'est un peu dans cette même vague d'amélioration de compétences que nous organisons la conférence annuelle qui également, grâce à ces termes, nous permet de pouvoir renforcer nos compétences. Cette conférence a permis aux étudiants de bénéficier de l'expertise et des conseils d'experts lors de 2 panels au cours desquels ils ont développé les termes relatifs aux enjeux et aux changements dus à l'application du CINE-BNL pour les EBNL.
et les effets de l'intelligence artificielle sur l'industrie financière. Je demandais aux étudiants de pouvoir s'adapter à l'environnement qui est changeant, de s'informer sur ce qu'est l'intelligence artificielle et de trouver les moyens de l'utiliser pour rentabiliser leur profession. Je remercie effectivement la junior entreprise MSCCF pour cette initiative qui est très bonne et puis qui est très importante pour les perspectives à venir. Jeune entreprise d'étudiants, la JMFPF vise à ce que les étudiants qui sont encore en formation puissent avoir des espaces pratiques afin d'être mieux outillés dans leur carrière professionnelle. Depuis décembre 2023, la junior entreprise MSTCF est structurée en 6 pôles que sont les pôles assistanat comptable, audit, contrôle de gestion, finance, fiscalité et le pôle séminaire d'information. Elle va parler. Voilà, Sarah, merci. Justement, je vous dis merci parce que je sais que vous allez nous donner un bon point, n'est-ce pas, sur cet élément. Oui. Alors, il faut savoir que c'est une école en sciences économiques qui est située donc à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et la thématique, justement, c'était la modernisation des pratiques comptables et financières, réflexion sur les perspectives et défis de l'adaptation. Pourquoi une telle thématique, Sarah? Et pourquoi c'est important, justement, pour ces étudiants de parler de ce sujet? Oui, c'est une thématique très importante parce que dans beaucoup de secteurs, on manque cruellement d'espace de pratiques, en fait, de pratiques outillées pour permettre à ces jeunes étudiants de passer tout simplement de la théorie à la pratique. Et avec en plus un terme central autour de l'intelligence artificielle qui, comme on le sait, peut menacer de nombreux métiers dans la comptabilité, dans l'audit, dans les métiers de la finance de manière générale. Mais moi, je vois ça, mais comme beaucoup aussi, comme une opportunité aussi de gagner en efficacité, en transparence, en sécurité, effectivement. Et je pense qu'on se dirige vers une transformation de tous ces métiers grâce à l'intelligence artificielle. Il faut voir ça aussi comme une opportunité. Alors certes, il y a des emplois, je pense, inévitablement qui seront supprimés. Ah, justement, c'est ça mon point. Mais d'autres seront créés également. D'autres seront créés également. C'est rassurant. Oui, ça c'est certain. Alors peut-être dans la proportion, peut-être un peu moins. On va passer par une période de transition. Ouais. Mais clairement, l'intelligence artificielle va aider à automatiser certaines tâches qui sont répétitives, par exemple, et même complexes. Améliorer la précision, la rapidité, etc. Donc aujourd'hui, en tant qu'étudiant, quand on sort de ce genre d'école, etc., qu'on a ce type de diplôme, on se pose toutes ces questions, à savoir comment s'adapter, quels sont les outils. C'est ça. Et ce genre de conférence, justement, apporte une forme de plateforme pour répondre à toutes ces questions, essayer de se positionner dès aujourd'hui et avoir les outils de demain. Alors justement, Sarah, le point, c'est tous ces métiers que va remplacer l'IA. Comment est-ce qu'on arrive à les repositionner? Est-ce que c'est une problématique qui existe aujourd'hui? Parce que l'IA vient prendre, enfin, on envoie des robots ou des machines pour remplacer l'humain. Ces humains-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la dimension sociale aussi rentre en ligne de compte dans l'IA? Il nous reste quelques secondes, Sarah. Oh, complètement. Alors c'est une grande question à laquelle aujourd'hui je pense beaucoup essayent de répondre. Mais effectivement, il y aura un impact il y aura des suppressions d'emplois. C'est comme à l'époque, quand on est passé, voilà, il y a eu Internet, la mécanisation, on a perdu des emplois. Il y en a beaucoup d'autres également qui se sont créés. Et je pense que, alors forcément, oui, il y aura un impact sur l'employabilité, mais on a peut-être encore, parce que c'est peut-être un peu trop tôt aujourd'hui, du mal à évaluer l'impact positif que cela peut avoir sur la création de nouveaux emplois. Et en tout cas, les jeunes aujourd'hui sont vraiment au cœur de ces discussions, au centre de ces discussions. Et c'est peut-être à eux de répondre à ce genre de questions aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une problématique qu'il faut adresser, parce que l'IA rentre en puissance dans tous les métiers. Mais il y a tellement d'outils d'intelligence artificielle. C'est une révolution, clairement, qui touche à tellement de secteurs. Là, on parle de la finance et de la comptabilité, mais à plein d'autres, même l'audiovisuel. C'est clair, mais je ne sais pas si on arrivera à avoir une équipe de football totalement IA. Ça va être chaud. Alors peut-être pas, on a toujours besoin d'hommes, j'espère, mais en tout cas peut-être qu'ils auront accès, je sais pas, peut-être les arbitres, voilà, des outils plus performants pour éviter l'injustice sur le terrain. Ou enfin d'autres métiers dans le sport. Parlons de sport, Herman, on termine avec une information importante. Quelques secondes. J'ai cru que tu n'allais pas l'envoyer. Rapidement, Herman. On constate que la commission d'éthique
a fait quand même son travail. Du football de la FIF. Oui. Le match Iska Yamoussoukro qu'on a vu à Yamoussoukro qui était vraiment, on a vu tout ce qui s'est passé. On ne va pas revenir là-dessus. Elle va se rejouer. Et l'Africa a encore une chance si jamais les deux équipes se valent ou bien même que Yamoussoukro FC gagne l'ISCA. Donc on attend. On termine. On attend. On attend, voilà. On termine. Il faut arrêter ça. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. C'est elle qui dirige. Daouda, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Élisée, rapidement, Oui, moi c'est juste pour dire que je félicite le comité d'éthique. C'est ça. Et j'en appelle à la responsabilité de certains supporters de l'Africa. Parce qu'il n'y a pas une semaine de cela, on a voué aux gémonies tous les responsables de la Fédération ivoirienne de football, y compris le comité d'éthique, mais qui aujourd'hui est en train d'être plébiscité. Je pense qu'il faut être cohérent. Ça. Voilà, aujourd'hui, si les décisions vous arrangent, vous applaudissez. Demain, quand ça ne vous arrange pas, et le courage de l'honnêteté d'applaudir, c'est aussi important. Merci, Élisée. Bon, c'est pas un débat, mais bon. Merci Élisée pour votre point, merci Herman pour l'information. On se retrouve donc demain pour une autre émission du Grand Talk, avec toujours ces messieurs dames qu'on aime bien. Merci, bonsoir. Les programmes continuent sur Live TV. Dieu vous garde. Subitement. Christelle est heureuse comme ça.